Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir que absolument rien n'a changé malgré la volatilité et la peur qu'on a vu ces derniers jours sur le marché crypto. Comme vous pouvez le constater, la liquidité mondiale ne fait qu'augmenter ces dernières semaines et c'est plus qu'une question de temps avant que notre ami le Bitcoin ne rejoigne la fête. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si vous cherchez un partenaire pour vous accompagner dans votre parcours en crypto, vous trouverez en description le lien pour rejoindre le Murph Club. Donc en plus de voir la liquidité globale augmenter, on assiste ces derniers jours à une forte baisse sur l'indice du dollar américain. Je vous rappelle qu'il est inversement corrélé aux actifs risqués, donc c'est quelque chose de très haussier pour le Bitcoin. Donc en effet, le dollar index vient de casser un point pivot majeur. On peut constater que les deux dernières fois où ça s'était produit, c'était ici en novembre 2022, et ça s'est également reproduit en octobre 2023. Si on compare ça à la charte du Bitcoin, vous verrez qu'en novembre 2022, c'était au moment du crack de FTX où Bitcoin a fait son bottom, et la deuxième fois, c'était du coup en octobre 2023, juste ici où on est sorti de cette longue phase d'accumulation qui a duré presque 6 à 7 mois avant que le Bitcoin reparte vers de nouveaux plus hauts. Malheureusement, la plupart des investisseurs ignorent complètement ces données et ils ont tendance à vendre dans la panique au moment de ces phases de capitulation. On en a beaucoup parlé dans la dernière vidéo, mais on peut constater que ces phases sont toujours mises en place par des narratifs de peur qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux. Et ça s'est toujours passé de la même façon, on a toujours vu justement ces phases de capitulation arriver avant une remontée fulgurante du Bitcoin. Ici, en novembre 2022, c'était du coup le crack de FTX. Ici, en août 2023, vous avez eu la SEC qui décidait d'attaquer Coinbase et Binance. Ici, en janvier 2024, vous avez eu des sorties énormes avec des milliards de dollars qui sont partis de Grayscale. Ici, en août 2024, c'était le carry trade sur le yen. Et là, on revient sur ce même narratif autour de la peur qui s'installe à cause des tarifs de Trump et du crack de Bybit. Et ces narratifs de peur, justement, ils influencent énormément le moral des investisseurs. C'est quelque chose qu'on peut voir clairement sur l'index de Fear and Greed. Ici, en novembre 2022, au moment de FTX. Ici, au moment de la SEC avec Coinbase et Binance. Ici, au niveau des sorties sur Grayscale. Derrière, le carry trade sur le yen. Et enfin, aujourd'hui, on se retrouve dans la même configuration avec justement les tarifs et le hack de Bybit. Mais de notre côté, dans le club, on essaye toujours d'ignorer justement ces phases d'extrême peur ou d'extrême euphorie et on veut toujours se concentrer sur la data. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, Bitcoin suit vraiment la liquidité mondiale avec un décalage de 75 jours, donc à peu près 2 mois et demi. Si vous regardez ici en novembre 2022, la liquidité mondiale avait fait un point bas, Bitcoin a fait son point bas 75 jours plus tard. Quand la liquidité mondiale a fait son premier top, 75 jours plus tard, c'était quand Bitcoin faisait le sien. Rebelote ici en novembre 2023 où la liquidité mondiale fait son point bas, Bitcoin fait son point bas 75 jours plus tard. La liquidité mondiale fait un point haut, Bitcoin fait son point haut 75 jours plus tard. C'est juste incroyable la corrélation qu'il y a et c'est pour ça qu'il faut focus sur les datas qui sont réellement importantes. Rebelote ici en juillet 2024, la liquidité mondiale fait un point bas, Bitcoin fait son point bas 75 jours plus tard. Le nouveau top sur la liquidité mondiale, Bitcoin fait son point haut aussi 75 jours plus tard. Et là, devinez quoi, on se retrouve encore une fois dans les mêmes configurations. La liquidité mondiale a fait un point bas en début d'année 2025 et ne fait qu'augmenter depuis. Bitcoin, du coup, va très certainement reprendre une phase extrêmement haussière dans les prochaines semaines. Le problème, c'est que la grande majorité des investisseurs ne regardent pas du tout les bonnes datas et sont complètement aveuglés par ce sentiment de peur qu'on a sur tous les réseaux sociaux, en premier Twitter. Pourtant, c'est toujours la même chose, les cycles se répètent sans cesse, comme la cyclicité sur les sentiments. Et on peut voir très clairement sur le short term holder MVRV que la plupart du temps, la plupart des investisseurs, vous voyez, ils achètent ici dans les phases d'euphorie quand Bitcoin augmente et ils vont vendre ici dans les phases de bottom. Même chose ici, achat massif dans la phase d'euphorie, on vient vendre ici en perte quand Bitcoin fait son bottom. Rebelote ici, on vient acheter l'euphorie et on vient vendre à perte dans les phases dans lesquelles on est aujourd'hui. D'où l'intérêt, encore une fois, de vraiment étudier ce dans quoi vous êtes en train d'investir pour pouvoir vous créer de vraies convictions et ne pas justement être soumis à ces fluctuations dans le sentiment, que ce soit du côté de la peur ou du côté de l'euphorie. Il faut bien comprendre qu'on assiste à des corrections qui sont tout à fait normales dans ce cycle et qu'on a vu déjà sur les cycles précédents. Et le problème, c'est que tous ces cycles émotionnels, ils ignorent vraiment les vrais catalyseurs qui sont en train de se mettre en place. D'ailleurs, en parlant de ça, vendredi, on a 2 événements majeurs qui arrivent. Le premier événement important, c'est le taux de chômage aux États-Unis sur février. Si jamais on a des taux de chômage qui augmentent, ça pourrait augmenter les craintes de récession et pousser la Fed à baisser ses taux encore plus vite que ce qu'elle ne pensait. Mais ça, comme vous le savez, ça serait extrêmement bullish pour le marché des cryptos. D'ailleurs, si on se rend sur Trueflation, on a vraiment l'inflation qui est en train de montrer un pic à la baisse, ce qui est aussi plutôt très intéressant, ce qui va permettre justement à la Fed potentiellement d'améliorer ou en tout cas d'avancer sa baisse de taux. Et comme c'était prévu depuis un moment, on va très certainement assister à 2 voire 3 baisses de taux sur l'année 2025. Le fameux quantitative easing dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo va finir par arriver et ça annonce un giga pump sur les actifs risqués, notamment la crypto. Donc ça, c'était le premier événement et le deuxième événement de vendredi, c'est que la Maison Blanche va accueillir son premier sommet
sommet historique sur les cryptos. Il y a de très très grosses figures de l'écosystème, notamment Michael Saylor qui sera présent lors de ce sommet. Donc de nombreux commentaires sur les réserves crypto sont attendus, notamment au niveau justement du tweet qu'a fait Donald Trump sur le fait que Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP et ADA Cardano seront très certainement dans cette réserve. C'est d'ailleurs cette news qui a fait complètement repump les marchés l'autre jour et on a eu après un mouvement de panique suite à l'annonce du coup des tarifs par Trump. Et encore une fois, les traders à levier ont fait les frais justement de cette news parce qu'on a eu plus d'1 milliard liquidé sur la journée. Autre bonne nouvelle dans la réglementation pro-crypto qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, après l'abandon des charges contre Coinbase, Gemini et Robinhood, vous avez la SEC qui abandonne son procès contre Kraken après des mois de bataille. On a également le caucus bipartisan qui est en train de se mettre en place tranquillement aux États-Unis, dont le but sera de répondre à la demande croissante de clarté réglementaire et de soutien pour le secteur des crypto-monnaies. Et pour couronner le tout, on a la Task Force Crypto de la SEC qui est en train de se mettre en place et qui a pour but aussi d'encadrer les crypto-monnaies dans l'avenir. Toutes ces avancées sont extrêmement importantes et vont pousser l'industrie crypto vers le haut dans les années à venir. Donc si, comme on le pense, Bitcoin va reprendre une phase haussière dans les prochaines semaines, ça sera très certainement catalysé par un événement majeur comme les réserves stratégiques et on va peut-être voir enfin la Bitcoin dominance se mettre à diminuer pour faire place à l'altcoin saison qu'on attend tous. Donc cela étant dit, on se retrouve sur les graphes. Donc déjà, bien évidemment, Bitcoin, moi qui représente à peu près toujours 30% de mon portefeuille, qui est vraiment en train, comme on l'a vu, de réintégrer ce range après cette phase de capitulation. On est venu taper les deux zones d'entrée qu'on a en portefeuille dans le club. Donc voilà, plutôt hyper content. En plus de ça, on a une jolie trendline baissière sur le RSI qui compresse justement le RSI à la baisse. Je pense que si jamais on vient casser ça dans les prochains jours, qu'on redépasse la ligne des 50, le BTC va vraiment reprendre sa fameuse phase haussière. On se retrouve sur Ethereum. Donc Ethereum, voilà, toujours bien évidemment beaucoup plus faible que Bitcoin. On est quand même venu chasser une grosse zone de liquidité qui n'avait pas été prise, la voyez, depuis décembre 2023. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On est venu bien évidemment retaper les deux zones d'entrée qui étaient dans les portefeuilles du club. Donc moi, ça a été une occasion ici, là, aux alentours des 2000 $, de reposer un petit peu des ordres et de réaccumuler un petit peu. Encore une fois, moi, j'attends un vrai reversal sur Ethereum pour reprendre un petit peu plus d'exposition. Surtout que j'ai déjà une expo Ethereum de par notamment mon exposition sur Gerasan. Et même chose que sur Bitcoin, on a aussi une jolie trendline baissière qui vraiment compresse le RSI. Donc je pense que quand on va casser et qu'on repassera sur les 50 aussi, Ethereum va peut-être nous réafficher de belles performances et pourquoi pas une surperformance vis-à-vis de Bitcoin. Côté Solana, même chose. Moi, j'en aurais profité vraiment pour réaccumuler fortement là, notamment quand on est venu en dessous des 130 $. Là, pour le coup, Solana, ça représente à peu près 20-25% de mon portefeuille et je pense que je vais continuer d'augmenter ma position. De toute façon, là, moi, c'est vraiment une période dans laquelle je vais aller reprendre un petit peu de risque puisque, a priori, on va voir de belles performances sur le marché crypto dans les prochaines semaines. D'ailleurs, mon exposition de stablecoin, là, sur la semaine, elle est passée à peu près de 25 à 20% et je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, si jamais on continue de voir des signaux sympas, ça pourrait passer jusqu'à 15%. J'en ai profité aussi pour accumuler un petit peu de Tao. On est rentré dans une zone d'achat ici hyper sympa, en dessous des 300 $. On peut voir aussi une jolie divergence haussière qui est en train de se mettre en place sur le Tao. Vous voyez ici, le prix descend, alors que pour le coup sur le RSI, on tient cette zone. Après, ça reste une toute petite partie de mon portefeuille. Pour le coup, vraiment pour rentrer un petit peu plus fort dans Tao, moi j'attends un price action un petit peu plus sympa, avec une phase de latéralisation, qu'on vienne faire des W et casser les lignes de coup. Du côté de SUI, on est revenu aussi dans une zone assez sympa. Moi je voulais attendre un petit peu avant de réaccumuler ici, je trouvais qu'on était un peu haut. Là en plus on est venu vraiment combler cette zone de déséquilibre de marché. On est revenu vraiment pratiquement sur le support des 2 $. Moi je pense que voilà, si jamais on se descend dans cette zone et que pareil on a une phase d'accumulation un petit peu plus poussée, je vais commencer à rentrer un petit peu plus fort sur SUI. Du côté de BNB, je vais encore attendre un petit peu pour rentrer. Moi, je pense que la bonne zone pour rentrer, là, elle est en dessous des 500 $. Mais pour le coup, en plus de ça, la price action, il est quand même pas incroyable sur BNB. On est en train de casser en weekly la zone des 50 sur le RSI. Donc ça peut nous amener potentiellement à un momentum plus baissier sur les prochaines semaines. Et je pense que si on vient dans cette zone, là, je commencerai à réaccumuler tranquillement du BNB. Du côté des petites caps, moi, je regarde toujours beaucoup Popcat. On est vraiment revenu sur ce support qui est un support quand même, je vous rappelle, extrêmement long terme, qui avait vraiment fait office de rejet plusieurs fois. Là, on commence à avoir aussi cette phase de latéralisation. On a une belle augmentation du volume. Il y a vraiment l'activité qui est en train de revenir sur Popcat. Donc moi, je pense pour le coup que ça fait partie des coins que je vais continuer d'accumuler dans cette zone et sur lesquels je vais reprendre du risque. C'est un bet pour aller chercher une bêta sur Solana. Donc moi, l'objectif, c'est de surperformer Solana en allant acheter du Popcat. Et quand Popcat sera revenu dans des zones descentes, peut-être au niveau des 1 $, bah, je pense que là, potentiellement, je ferai une rotation de Popcat vers Solana. Même chose du côté du FWOG. On a vraiment repris appui là sur ce support très long terme. Et pour
pour le coup, si jamais, voilà, pareil, on commence à avoir un price action sympa avec des W dont la ligne de coup est cassée, je pense que je vais continuer à re-rentrer. Je suis déjà repris pas mal d'expositions sur FOG. Là, j'ai réussi à rentrer aux alentours des 0,29. Mais pour le coup, ça fait vraiment partie des cryptos que je regarde beaucoup en ce moment. Et j'ai bien évidemment profité de ce dip pour aller recharger sur les Algomerov, sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Ça reste un petit peu contre-intuitif, mais c'est toujours pareil. Vous avez un niveau de risque qui est quand même bien supérieur quand vous essayez de rentrer sur les tops, même si ça reste du trading algorithmique dans la gestion de risque qui est au cœur de la stratégie. C'est hyper important d'être contre-intuitif là-dessus et de re-rentrer pendant les phases de baisse pour éventuellement prendre du profit un petit peu plus haut. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on attend avec impatience vraiment les prochains jours et les prochaines semaines de voir un petit peu ce qui va se passer sur l'écosystème crypto. Mais en attendant, vraiment, n'oubliez pas, travaillez vos convictions, regardez les bonnes datas et ne vous faites pas avoir par ce côté sentimental de FUD et FOMO qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant rien un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.